Microempreendedor, preparado para se destacar nessa alta temporada de ofertas? Estudo recente revelou que anúncios com apelo visual aumentam até 7 vezes as chances de venda. O Canva, plataforma que democratiza o design, vai te ajudar. Ele conta com inúmeros modelos prontos para editar e outras ferramentas que vão fazer você se sentir especialista no assunto. Quer turbinar suas vendas? Faz bonito com Canva. Miami, 1991. Um jovem, um estudante colegial, com desejos sanguinários, pronto pra matar. E o nome dele? Dexter. Ele está de volta, também no tempo. A história onde tudo começou. Dexter, Pecado Original. A nova série do Paramount Plus, com Sarah Michelle Gellar, Patrick Dempsey e Molly Brown. Além do próprio Michael C. Hall como narrador. Você vai morrer se perder. Clique no banner e saiba mais. Aéroport de Stockholm, 11 août 2010. Julian Assange traverse l'aérogare d'un pas décidé. Depuis quelques mois, il marche sur l'eau. Rien ne peut l'arrêter. Il est l'homme qui défie la toute-puissance militaire des États-Unis. Le porte-parole de Wikileaks passe la douane suédoise. Des amis et des admirateurs sont venus l'attendre comme le Messie. À l'invitation du Parti social-démocrate, Assange doit passer quelques jours en Suède pour donner une conférence. La vidéo Collateral Murder a rouvert le débat sur les guerres en Irak et en Afghanistan. L'administration Obama a mis sous les verrous le soldat et analyste Bradley Manning. C'est lui qui a fourni à Assange les documents révélant les crimes de l'armée américaine. Manning est détenu dans un quartier de haute sécurité. Sa détention obéit au régime des mesures administratives particulières, les Special Administrative Measures, ou SAMS. Isolement total, 23 heures par jour en cellule. Sortie, 1 heure, dans une cage grillagée. Visite limitée, 3 douches par semaine. Détention dans le noir absolu pendant 15 jours en cas de manquement aux règles. Le département d'État américain multiplie les pressions sur ses alliés. La Grande-Bretagne, l'Australie ou la Suède ont reçu des demandes. Limiter les déplacements d'Assange, l'empêcher de poursuivre ses révélations. Assange ne se fait pas d'illusions sur les méthodes américaines. Il sait que la CIA gère des black sites, des sites secrets où sont enfermés les gêneurs partout dans le monde. En venant à Stockholm, Assange a 2 idées en tête. Obtenir un permis de résidence et faire de Wikileaks un média officiel hébergé dans le pays. Le site serait protégé par la Constitution suédoise. Mais l'administration Obama veut éviter ça à tout prix. De nouvelles révélations sont prévues à l'automne. La date n'est pas encore fixée, mais le Pentagone est passé en mode guerre de tranchées. L'armée américaine va devoir se justifier à nouveau. Assange et les militants de Wikileaks continuent de collaborer avec les journalistes de plusieurs rédactions américaines et européennes. Les nouvelles révélations sont rassemblées sous le titre Iraq War Logs, les rapports de la guerre en Irak. Une masse d'informations sans précédent. 400 000 documents, la plus grosse fuite de l'histoire. La période couverte, 2004-2009. Les chiffres sont effrayants. La Seconde Guerre du Golfe a provoqué la mort de 109 000 personnes, dont 66 000 civils. Le tri, le décryptage et la mise en forme occupent des dizaines de reporters pendant des mois. C'est une nouvelle bombe que Wikileaks s'apprête à larguer sur l'US Army. Washington, août 2010. Le ministre américain de la Justice,
Eric Holden, a monté une équipe. Objectif, faire comprendre aux pays amis le danger que représente Assange. Le message est reçu 5 sur 5 en Suède. Le directeur des services de la sécurité militaire, John Daniels, déclare dans une interview que Wikileaks est une menace pour la sécurité des soldats suédois. 2 jours avant l'arrivée d'Assange à Stockholm, toutes ses cartes de crédit sont annulées, sous pression américaine. Assange ne peut pas retirer d'argent. Il ne peut pas loger à l'hôtel. Il n'a plus de moyens de paiement. Pas grave. Il va se débrouiller. Il a prévu de rester seulement quelques jours à Stockholm, 1 semaine au plus. Des sympathisants décident de couvrir ses frais d'hébergement et de nourriture. La conférence est prévue le 14 août. Anna Hardin, une militante de 31 ans, le loge chez elle. Elle a organisé la venue d'Assange. Dans la nuit du 13 au 14 août, Hardin et Assange ont plusieurs relations sexuelles. Au cours d'une des relations, Assange demande à ne pas porter de préservatif. Hardin refuse dans un premier temps, puis finit par accepter. Peu après la conférence, Assange rencontre une deuxième jeune femme, Miss W, 26 ans. Elle se trouvait dans le public. Personne ne la connaît. Ce n'est pas une militante. Ils sympathisent et se revoient 2 jours plus tard, le 16 août. Assange et Miss W ont plusieurs relations sexuelles. Une nouvelle fois, Assange demande à ne pas porter de préservatif. 18 août, Assange dépose une demande officielle de permis de résidence en Suède et postule à des emplois dans le pays. Stockholm, vendredi 20 août 2010. Anna Hardin et Miss W ont échangé des séries de textos. Hardin sait que Miss W a couché avec Assange. Elle s'en fout, elle n'est pas jalouse. Elles se sont racontées leurs expériences avec le journaliste. Les 2 jeunes femmes se mettent d'accord. Elles se rendent au commissariat de police de Klara. C'est une antenne située dans la gare centrale de Stockholm. Les 2 jeunes femmes veulent demander conseil aux policiers. Comment obliger Assange à se soumettre à un test de dépistage VIH? Elles ont couché avec lui. Il y a eu plusieurs pénétrations sans préservatif. Elles sont inquiètes. Les 2 jeunes femmes sont entendues séparément. Les témoignages sont recueillis par un seul policier. La procédure, dans un tel cas, exige la présence de 2 officiers. La déposition doit être enregistrée, mais le policier se contente de prendre des notes. À 16h, Anna Hardin et Miss W sont entendues ensemble par l'inspectrice Linda Wasgren. À 16h11, selon l'horodateur du système informatique, Wasgren transmet un rapport affirmant que les 2 plaignantes ont été victimes d'agressions sexuelles. Miss W a porté plainte pour viol. À 16h31, toujours selon l'horodateur, Wasgren transmet un second rapport affirmant qu'Anna Hardin a porté plainte pour viol. Wasgren décroche son téléphone. Elle appelle le parquet. À 17h, la procureure Maria Aliebo-Kjellstrand délivre un mandat d'arrêt pour viol contre Assange. La magistrate n'a pas entendu les victimes. Elle n'a pas interrogé les témoins. Elle n'a pas convoqué le suspect. Une enquête préliminaire est ouverte sur un simple coup de fil. Malgré le mandat délivré contre lui, Assange n'est pas arrêté. Informé par des proches, il annonce se tenir à la disposition des enquêteurs. Il accepte de retarder son départ prévu le 25 août. Stockholm, 20 août, 20h. Un journaliste de l'Expressen reçoit un message. Une enquête est ouverte contre Assange. Le journaliste appelle la procureure Kjellstrand. Elle confirme l'information. Elle n'a pas parlé aux victimes, elle ne connaît pas les détails, mais c'est vrai. Stockholm, lundi 23 août 2010. La police adresse un dossier de 39 pages à la presse. Motif, la liberté de l'information. L'initiative est en infraction avec la loi suédoise sur la protection de l'identité des personnes. En quelques heures, Assange devient un prédateur sexuel. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir,
abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. « 30 août 2010, commissariat central. Assange est entendu par les policiers. Hannah Hardin affirme qu'Assange a déchiré le préservatif qu'il portait lors de l'un de leurs rapports sexuels. Assange dit que c'est faux. Des préservatifs récupérés chez Hannah Hardin sont envoyés à la médecine légale pour analyse. Assange dit que les rapports sexuels avec les 2 jeunes femmes étaient consentis. Ils se sont déroulés sans violence. Comme souvent dans les affaires d'abus sexuels, difficile d'apporter des preuves irréfutables. C'est parole contre parole. Assange demande à bénéficier de la présomption d'innocence. L'enquête préliminaire est suspendue. Le mandat d'arrêt est abandonné. Stockholm, 1er septembre 2010. La procureure Marianne Ny, directrice du parquet de Göteborg, décide de reprendre elle-même le dossier. Elle rouvre l'enquête préliminaire. Stockholm, 2 décembre 2010. Miss W est convoquée au commissariat de police 2 semaines après sa déposition. L'enquêtrice Irmeli Kran lui remet le texte du procès-verbal daté du 20 août. Comme le montrera plus tard une enquête interne, le contenu du PV a été modifié au moins une fois par Kran à la demande d'un autre inspecteur, Mats Gellin. Un échange de mails entre Kran et Gellin, entre le 23 et le 26 août, atteste de cette demande de modification. La version originale du PV a été supprimée et est irrécupérable. L'analyse des préservatifs devait durer 15 jours. Le laboratoire de la médecine légale mettra 8 mois pour procéder aux examens. Le rapport daté du 15 juillet 2011 conclut à l'impossibilité d'établir si le préservatif utilisé avec Hannah Hardin a été volontairement endommagé par Julian Assange. Stockholm, 14 septembre 2010. Les avocats de Julian Assange adressent un courrier à la procureure. Ils demandent si leur client est libre de ses mouvements. Le mandat d'arrêt a été abandonné. Les avocats proposent une audition de leur client. Marianne Ny répond qu'Assange est libre de ses mouvements. Elle ne souhaite pas l'interroger. Assange décide de quitter la Suède. Il prévoit de prendre un vol pour Berlin le 27 septembre. Arrivé très tôt à l'aéroport, il passe plusieurs heures à attendre son vol à destination de l'Allemagne. Le décollage est prévu à 17h. 27 septembre 2010, au matin, la procureure Marianne Ny décide finalement d'interroger Assange et en informe ses avocats. Elle fixe un rendez-vous le lendemain, 28 septembre. Les avocats indiquent que leur client est attendu à Berlin, mais il peut revenir dans quelques jours pour un interrogatoire. 27 septembre, 15h. 2 heures avant qu'Assange s'envole pour l'Allemagne, Marianne Ny signe un mandat d'arrêt européen contre le journaliste. Dans le cas d'une telle procédure, la SAPO, la sécurité intérieure suédoise, est alertée de manière instantanée. La SAPO possède une antenne dans chaque aéroport de Suède. La SAPO aurait eu le temps d'arrêter Assange alors qu'il se trouvait dans la salle d'embarquement. Julian Assange passe la douane et les contrôles de sécurité. Il monte dans l'avion à destination de Berlin sans être inquiété. Quand il arrive à Berlin, la valise qu'il avait enregistrée en soute est le seul bagage qui manque. À l'intérieur, il y avait 3 ordinateurs portables cryptés et plusieurs disques durs avec des documents sensibles, dont un crime de guerre non encore rendu public. Après demande de vérification, Assange apprend que sa valise n'a pas quitté Stockholm. Elle a disparu après les contrôles de sécurité des bagages. Julian Assange comprend alors qu'il est tombé dans un piège. Marianne Ny n'a jamais eu l'intention de l'interroger. Elle s'est contentée de le laisser quitter la Suède. Le mandat d'arrêt le désigne comme un violeur. Sa sortie du territoire fait de lui un fugitif. Le narratif est parfait. Julian Assange est un prédateur sexuel en fuite. 30 septembre 2010. Assange a quitté Berlin pour se rendre à Londres. Ses avocats proposent à Marianne Ny un interrogatoire dans la semaine du 11 au 15 octobre. Ny répond dans la minute. Ces dates ne lui conviennent pas. L'intuition d'Assange est bonne.
la procureure veut le discréditer. Cela sent le coup monter, et elle ne doit pas agir seule. Washington, octobre 2010. La presse américaine rapporte qu'un grand jury est constitué afin d'établir un acte d'accusation contre Julian Assange. C'est la première étape vers une demande d'extradition. La presse suédoise rapporte, elle, que la Suède pourrait collaborer avec les États-Unis dans cette affaire. Marianne Ny déclare qu'elle est impatiente d'entendre Julian Assange dans la double affaire d'abus sexuels. Les avocats proposent une visioconférence le 12 novembre. La procureure refuse. La date est trop éloignée. La procureure refuse aussi de se rendre à Londres pour organiser une audition. Elle veut qu'Assange revienne en Suède, ce qu'elle avait refusé fin septembre. Stockholm, 18 novembre 2010. Marianne Ny obtient d'un tribunal l'autorisation d'un mandat de dépôt contre Assange. Cela lui permet de lancer un mandat d'arrêt européen. Elle demande que le journaliste soit arrêté à Londres et extradé vers la Suède. Interpol émet une Red Notice. Cette alerte rouge est réservée aux individus inculpés ou condamnés, ce qui n'est pas le cas d'Assange. Londres, 28 novembre 2010. Wikileaks met en ligne 243 000 dépêches diplomatiques dévoilant la politique des États-Unis à l'égard de ses adversaires, mais également à l'égard de ses alliés. Il s'agit de la troisième et dernière partie des documents fournis par Bradley Manning. La fuite est réunie sous le titre de Cablegate. À nouveau, Wikileaks a collaboré avec des rédactions de plusieurs journaux. 2 jours avant la mise en ligne, le 26 novembre, Assange a demandé au gouvernement américain de lui préciser les documents susceptibles de mettre en danger des membres du corps diplomatique. Le 27 novembre, Washington annonce qu'il ne fera pas de recommandations. Le lendemain, les télégrammes diplomatiques sont disponibles à la lecture. Ils révèlent des collusions entre les États-Unis et des gouvernements peu recommandables. Ils détaillent des machinations politiques ainsi que le recours à la torture. On apprend que la secrétaire d'État Hillary Clinton a ordonné l'espionnage et la collecte d'informations sur des hauts représentants de l'ONU. Téléphone, carte de crédit, mots de passe, clés de cryptage et messages personnels. Une collaboration étroite est révélée entre les USA et la Suède. Le gouvernement suédois a dissimulé des informations au Parlement et à l'opinion publique. Les câbles portent sur la politique étrangère, la politique intérieure, les droits de l'homme, l'économie, le terrorisme et l'ONU. Jamais une telle fuite n'avait été organisée. Jamais un pays n'avait vu sa politique ainsi mise à nu. Immédiatement, Wikileaks est la cible d'attaques informatiques. Des hackers rendent le site inaccessible et tentent d'effacer les documents. Les banques et sociétés de crédit suspendent les accès aux comptes. Sur les chaînes de télévision, Assange est accusé de trahison, d'espionnage et de terrorisme. Londres, 7 décembre 2010. Assange réside chez un ami. Face au déchaînement médiatique, il se rend volontairement au commissariat de Kentish Town, dans le quartier de Camden. Assange est envoyé à la prison de Wentworth. Il reste 9 jours en détention avant d'être remis en liberté contre une caution de 200 000 livres sterling. Ses partisans se sont mobilisés pour réunir la somme. Pendant les 550 jours suivants, il va vivre assigné à résidence. Port d'un bracelet électronique et obligation de pointer chaque jour au commissariat. Ce n'est que le début de ses ennuis.